Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la deuxième partie de l'interview avec Isabelle Doumanque sur la thyroïde. Alors j'ai vu que si on n'a pas les hormones thyroïdiennes adéquates, le risque de fausse couche, il augmente considérablement. Oui, exactement. En fait, le risque de fausse couche, il augmente parce que c'est assez simple à comprendre puisque les hormones thyroïdiennes jouent sur la régularité du cycle. Et donc, elles jouent, si tu veux, sur la sécrétion des hormones de la reproduction ou de la maternité, dont la progestérone. La progestérone, c'est vraiment l'hormone, on va dire, maternisante, qui va permettre la fixation dans l'utérus, la fixation de l'embryon dans l'utérus, etc. Donc, s'il n'y a pas ça en bonne quantité ou en qualité suffisante, il n'y aura pas de fixation. Donc, il peut y avoir effectivement des fausses couches à répétition à ce niveau-là. C'est encore pour ça que c'est, je pense, intéressant de faire des prises de sang avant pour connaître à la fois le taux de sélénium, d'iode, de zinc, de tout ça. Hein. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est vraiment une prise en charge à faire quand on est dans une démarche de vouloir avoir un enfant, de se dire, de vérifier, si tu veux, en préconceptionnel, tous les nutriments, tous les micronutriments qui font qu'on va vérifier que l'organisme fonctionnera bien, à la fois pour s'assurer la meilleure fécondité possible, mais aussi pour s'assurer le meilleur développement possible du bébé et la meilleure santé possible de la maman après. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit crevée, qu'elle perde tous ses cheveux et qu'elle pleure toute la journée. Ouais. Et c'est là, c'est clair. Et c'est là où c'est important de commencer à faire les prises de sang bien avant pour pouvoir ensuite prendre des compléments si besoin et ensuite de commencer à vouloir faire un petit bébé, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que 6 mois c'est l'idéal, 3 mois c'est déjà très bien, mais 6 mois avant c'est vraiment parfait parce que du coup on a vraiment le temps de pouvoir rectifier des terrains. Putain, vu mon cas, je vais m'y prendre maintenant, comme ça on verra dans 3 ans. Oh là là. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de fer. Ouais. Ça, c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des carences en fer. J'en fais partie, mais c'est pas une surprise. Comment ça se passe alors? Comment on fait? Ah ouais, le fer, c'est un gros dossier, le fer. Ouais, c'est compliqué. Le fer, c'est un gros dossier parce que il faut avoir une bonne barrière digestive pour bien assimiler le fer. Et donc, quelqu'un qui va avoir des soucis digestifs, des troubles digestifs et pas forcément une bonne barrière digestive, ça ne sert à rien de lui donner du fer parce que déjà, il va peut-être éventuellement même se sentir plus mal. Tu vois, oui, ça fait mal au ventre, souvent. Voilà, ouais. Et il faut donc d'abord travailler justement sur cette barrière digestive avant de pouvoir travailler sur l'apport de fer. Les femmes sont évidemment beaucoup plus souvent déficitaires en fer que les hommes parce qu'il y a les règles. Donc, il y a ces périodes de menstruation qui font qu'on perd du fer. Donc, voilà. Donc, déjà, à minima, et puis parce qu'il y a les changements alimentaires. Et si tu veux, là, c'est comme ça, c'est tout. C'est que le fer héminique, le fer qu'il y a dans les apports de viande rouge, on les fixe, enfin, pas on les fixe, on les assimile beaucoup mieux. On en assimile plus dans notre organisme que ce qui vient du fer végétal. Avec les lentilles ou ce genre de choses. Les lentilles, le persil, ce genre de choses. Il y a moins de fer qui sera assimilé dans notre organisme. Et il faudra manger de la vitamine C avec, c'est-à-dire mettre du citron sur sa petite salade de lentilles ou en assaisonnement de ses salades avec le persil et pas boire du thé en même temps. Ouais. Voilà, pour booster justement l'assimilation. Donc honnêtement, quelqu'un qui est carencé en fer, ça prend beaucoup de temps de remonter une carence en fer. Donc il ne faut pas hésiter à se dire, il faut que je travaille déjà sur ma barrière digestive. Donc que ce soit imperméable. Exactement. Donc peut-être que dans ces cas-là, il faut aller voir quelqu'un pour savoir quel boulot faire précisément. Et de temps en temps, il faut peut-être se dire, si je veux vraiment faire un effort, même si cette personne avait décidé de ne pas forcément manger de viande rouge pendant un certain temps, peut-être que pour sa santé immédiate par rapport à ses projets ultérieurs, il est nécessaire de se dire, je vais peut-être en prendre 1 ou 2 fois par semaine pendant 1 mois, 2 mois, etc., histoire de travailler sur ce terrain-là. D'accord, ok. Alors, pour tous ces soucis, pour avoir un petit tour d'horizon, est-ce qu'il y a des traitements naturels qui s'avèrent fonctionner ou est-ce qu'il vaut mieux rester sur les médicaments classiques? Alors, bien sûr, c'est au cas par cas, mais voilà, juste ton petit retour d'expérience. Qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau naturel? Comment on peut les traiter, tous ces problèmes que l'on a vus? Alors, en fait, la question, elle est double. C'est-à-dire que soit tu as des gens qui viennent et qui ont déjà une hypothyroïdie
qui est très installé depuis très longtemps et ils ont des dosages d'un médicament donc, qui s'appelle le Levothyrox ou autre, parce qu'il y en a plusieurs maintenant. On est à plus de 75 par jour, donc 75, 100, 125, 150. Et pour autant, ces gens-là n'ont pas une bonne qualité de vie. Honnêtement, ça va être... et ils viennent parfois avec une demande de se passer du médicament. C'est compliqué parce que ça fait des années que leur thyroïde ne fait plus le travail, en fait. Surtout s'ils ont une ablation totale de la thyroïde. Donc, en revanche, avec tout le traitement à côté de recherche de ce qui dysfonctionne, carence micronutritionnelle, comment fonctionne le digestif, est-ce qu'on assimile bien, est-ce que le foie est en bon état et permet la bonne conversion de T4 en T3, parce que le médicament, il donne de la T4. Levothyrox, c'est de la T4. Mais est-ce que ton corps fabrique la T3 à partir de la T4, tu vois, donc, voilà. Donc, il y a tout un environnement qu'on peut optimiser. Mais moi, très honnêtement, il y a des gens qui viennent en me disant « je veux arrêter les médicaments ». Moi, je ne sais pas faire ça, en fait. On va plutôt les aider à optimiser. Voilà, à optimiser leur situation pour qu'ils gagnent une qualité de vie qui fait qu'éventuellement, ensuite, même le médecin pourra diminuer les quantités de Levothyrox. C'est déjà super. Ce qui est déjà pas mal parce qu'à certaines doses, selon, pareil, le terrain, il peut y avoir des effets secondaires un peu désagréables. Oui, je pense que personne n'est content d'être dépendant d'un médicament dans tous les cas. Donc, Voilà, tout à fait. Donc, tu as ça. Après... L'autre approche, où là, franchement, oui, les approches naturelles fonctionnent hyper bien, c'est toute cette petite hypothyroïdie sournoise, donc cette espèce de maladie cachée d'hypothyroïdie fruste, c'est-à-dire que les gens ne sont pas bien, ils n'ont même pas forcément des marqueurs thyroïdiens qui ne vont pas bien aux yeux de la médecine classique, mais qui, nous, à nos yeux, voilà, moi, quand je vois une TSH qui est au-dessus de 2, tout de suite, je sais qu'il y a du boulot à faire. Voilà, même si sa T4 est normale et même si sa T3 va être normale ou un petit peu basse, là, il y a plein de choses à optimiser, si tu veux. Donc, c'est vrai que là, nous, on approche en micronutrition, on va faire plein d'autres examens, on peut en parler et voir après comment on va réguler les choses. Donc, ça, c'est important. Et puis, tu as la troisième catégorie de personnes qui va être l'entre-deux. J'ai une hypothyroïdie, j'ai eu une ablation peut-être partielle de ma thyroïde et j'ai un petit dosage de Levothyrox, 50, voilà, et depuis peut-être pas très longtemps. Et là aussi, il y a des très bonnes surprises. C'est-à-dire qu'on optimise le terrain autour et progressivement, la personne avec le médecin, elle diminue le Levothyrox et puis peut-être qu'elle pourra l'arrêter. Voilà. Et ça fonctionne. Parce qu'on a consolidé, en fait, tu vois, des fondations qui font que l'organisme a pris en charge tout ce qui ne se faisait pas et que le seul apport du Levothyrox ne permettait pas de faire. Voilà. Donc tu vois, il y a ces 3 cas de figure. Donc c'est comme toujours en approche naturo et naturopathique et micronutrition, il n'y a pas de réponse généraliste puisqu'on est tous différents et on doit prendre ça en charge, mais c'est vraiment un domaine sur lequel ça marche bien. Donc ça, c'est important de le savoir aussi, d'être accompagné en plus. Mais tu vois, moi, ma question du coup, c'est je me dis... Quand tu es une femme, est-ce que, même si tu n'as pas des changements de comportement d'un seul coup, ça serait pas mal utile de refaire une petite prise de sang avec un rendez-vous pour faire le point où en est en fait ton iode, ta TSH, ta T3, ta T4, tu vois, pour savoir si peut-être que tu manques un peu d'iode, un peu de sélénium. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça serait intéressant de le faire ? Oui. Sachant qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sûrement pas diagnostiquées et qui ont des problèmes d'hypothyroïdie. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que si quelqu'un est en pleine forme, qu'il est en pleine forme, qu'il a un mode de vie où il est bien dans sa vie, il est bien dans son job, il est bien dans son affectif, dans son identité, il sait qui il est, il a fait en sorte de manger le moins possible de choses industrielles, il digère bien, tu vois, il pète le feu, etc. Aucune raison de vérifier quoi que ce soit, c'est qu'il va bien. Voilà. Pas être parano. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un... Ce qu'il apporte à son organisme est reconnu comme des matières premières de qualité, son organisme l'assimile bien, diffuse les informations qui vont bien aux cellules de l'organisme et tout va bien. Voilà. Donc là, non. En revanche, si la personne se sent moins bien sans que ce soit effectivement, voilà, juste tu te dis, tiens, mais là, je suis quand même un peu fatiguée ou j'ai moins d'énergie, ça fait un petit moment que ça dure, alors ok, la période n'est pas folle, il y a un peu plus de stress, etc. Sans attendre que ça se dérègle plus, là, ce que tu suggères est parfait. C'est l'idéal, en fait. C'est l'idéal pour faire un check à ce niveau-là. Comme ça, s'il y a des petites modifications à apporter, on est capable de les apporter et la personne en tirera un bénéfice immédiat. Le pire du pire, je vais te dire, et moi, c'est ce qui me
voilà ce que je trouve très dommage dans ce qu'on a en cabinet, parfois en naturopathie, en micronutrition, parce que c'est comme ça, parce qu'on a tous grandi avec l'allopathie et on a un symptôme, on va voir un médecin. C'est les gens qui arrivent en bout de course, qui viennent après une errance médicale, où ils n'ont pas été entendus, où un problème n'a pas été identifié. Et là, toi, tu identifies tellement de choses qui vont pas que ça va mettre du temps. Donc, il faut que la personne s'accroche. Ouais. Et c'est pas évident, tu Ouais. vois. Voilà. Donc, avant d'en arriver là, effectivement, l'approche en médecine nutritionnelle, fonctionnelle, en naturopathie, en micronutrition, c'est du préventif. Et le préventif, ça devrait être le tout petit signe d'appel de « je suis pas comme je suis d'habitude ». On se connaît, mais pour ça, il faut se connaître. Il faut, dire, exactement. Parce que tu as des gens, on n'a pas la même, on est tous différents, donc tu as des gens qui ont une énergie folle depuis toujours et qui, en vieillissant, vont très mal vivre le fait d'avoir moins d'énergie. Donc, bon, voilà, on va voir ce qu'on peut faire pour eux. Puis tu as des gens qui ont moins d'énergie depuis toujours. Voilà. Mais peut-être que les gens qui ont moins d'énergie depuis toujours, peut-être que depuis toujours, ils ont une thyroïde qui aurait besoin d'être boostée. Donc, ça vaut le coup de le vérifier aussi à ce moment-là. Ouais. Mais si tu as moins d'énergie de base, mais que tu es quand même bien dans ta vie, c'est que tu t'es adapté à tes ressources, en fait, et à tes capacités. Donc, tout va bien à ce moment-là, tu vois. Ouais, voilà. ouais. Donc, faut se connaître. Et en revanche, s'il y a un petit signe de choses qui changent, dans ce cas-là, ouais, ça, c'est vraiment intéressant d'aller vers ces démarches-là, puisque là, on pourra corriger les choses s'il y a quelque chose à corriger. Alors, quand on fait une prise de sang pour connaître l'état de santé de notre thyroïde, qu'est-ce qu'il faut tester, même si on en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'il faut tester et quel type de test? Parce que certains sont vraiment moins efficaces que d'autres, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut tester? Donc déjà, si on part sur le bilan sanguin classique, il faudrait tester la TSH, ultrasensible, la T4 libre, c'est comme ça que ça s'appelle, la T3 libre, et faire aussi les tests des anticorps, donc anti-TG et anti-TPO. Anti-TG, anti-thyroglobuline, anti-TPO, anti-thyroperoxydase. Ça, c'est le kit de base. Oui. Et la T3 inversée, enfin la T3 reverse? Dans un premier temps, il n'y a pas besoin de la tester. Voilà. Dans un premier temps, tu fais ce combo-là, si je puis dire. Ça, c'est quelque chose qui va être fait, qui peut être fait de façon soit médicale, sur une ordonnance, soit quelqu'un peut décider de le faire par lui-même, il sera juste pas remboursé, mais il peut aller dans un labo. Nous, en micronutrition et en naturopathie, on va pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire qu'à titre, si quelqu'un vient me voir avec ce qu'on avait dit, je suis peut-être un tout petit peu plus fatiguée que d'habitude, je sens que j'ai des choses qui changent en moi, et moi je me dis, il faut checker sa thyroïde, donc je vais demander ces marqueurs sanguins qu'on vient de citer. Mais en plus, on va aller vérifier évidemment l'iode. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, on va faire une iodurie urinaire. Donc ça va être important d'aller voir quel est le statut en iode. La réponse, l'information que ça va nous donner, c'est est-ce que la personne a suffisamment d'iode ou est-ce qu'elle est carencée? Ouais. Voilà, sachant que, on rappelle, l'iode, matière première de fabrication des hormones thyroïdiennes et protecteur de la thyroïde de l'impact des perturbateurs endocriniens. Très important. Double élément. Deuxième chose, après l'iode, on va vérifier le sélénium. Sélénium, est-ce que j'ai assez de sélénium ou pas? Sachant que souvent, on n'en a pas assez parce qu'on n'en mange pas assez et parce que les perturbateurs endocriniens empêchent aussi notre corps de le capter. Et le sélénium qui est utile pour la fabrication des hormones thyroïdiennes au niveau des défenses antiradicalaires et la conversion de T4 en T3. Donc ça, c'est un bilan sanguin. Sélénium, on le vérifie dans le sang. Ensuite, on va aller vérifier le zinc, parce que le zinc, au même titre que le sélénium, est un cofacteur de fonctionnement de l'enzyme qui permet de convertir la T4 en T3. Pour qu'elle fonctionne bien, il faut du zinc, du sélénium, du fer. Le fer, on va le vérifier parce qu'il permet de fabriquer une des matières premières qui est la tyrosine, puisqu'il permet de transformer la phénylalanine, qui est un des composants des protéines, en tyrosine. Cette tyrosine qui fait la fameuse thyroglobuline. Et puis, il est nécessaire, le fer, en fait, il est nécessaire à l'activation de plein de molécules. Donc, je vais te donner un exemple. Quand on a une maladie auto-immune, on en a parlé tout à l'heure pour la maladie d'Hashimoto dans le cas d'une hypothyroïdie ou pour la maladie de Basedow dans le cas d'une hyperthyroïdie. Quand on a une maladie auto-immune, la vitamine D a énormément d'importance parce qu'elle va être ce qu'on appelle immunomodulatrice, c'est-à-dire qu'elle va permettre que ton auto-immunité ne flambe pas.
D'accord ? Et pour que ta vitamine D soit activée dans ton organisme, tu as besoin de fer. Voilà. Ouais. Donc le fer, là, on en a besoin pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. On en a besoin donc pour ce statut de vitamine D, pour cette activation de la vitamine D, donc par rapport au fait que certaines maladies de la thyroïde sont des maladies auto-immunes. Donc on va vérifier le fer, on va évidemment vérifier la vitamine D. On va vérifier quoi d'autre ? La vitamine A. Alors la vitamine A, j'en avais pas parlé jusque-là. Surprise, Nouveau. bienvenue, la vitamine A. En fait, là, la vitamine A, elle sert à recevoir les messages thyroïdiens. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand tu m'as posé la question sur à quoi ça sert une hormone c'est un messager. Ouais. Voilà. Donc le messager, il doit être fabriqué, il doit être transporté et puis il doit être reçu si tu veux recevoir le message. Donc, tu visualises une petite cellule de l'organisme. L'hormone thyroïdienne arrive, clac, donc T3, puisque c'est l'hormone active. Elle va se fixer sur la cellule. Bon, elle va rentrer par tout un mécanisme. Et le récepteur à l'intérieur de la cellule qui va permettre que cette hormone, en fait, puisse passer son message, c'est-à-dire que si elle dit, par exemple, fabrique-moi quelque chose dont j'ai besoin, c'est la vitamine A, en fait, qui fait qu'il va y avoir cette information qu'on appelle de transduction du signal, c'est-à-dire qu'un élément va être fabriqué suite à la réception du message. Voilà. D'accord. Ouais. Cette vitamine A, elle est à l'intérieur des cellules et elle est un élément indispensable à la réception des messages thyroïdiens. D'accord ? Toutes les cellules du corps reçoivent des informations de la thyroïde. Donc, on va checker la vitamine A. Moi, je sais que j'avais trop de bêta-carotène, mais que ce n'était pas transformé en vitamine A. Ah, tu veux que je te dise pourquoi ? Vas-y, dis-moi tout, les secrets. Alors, le bêta-carotène, effectivement, c'est un précurseur de la vitamine A. C'est le précurseur végétal de la vitamine A. Et alors, quand ça ne se transforme pas en vitamine A, il y a 3 solutions. Si tu manges suffisamment de légumes, donc toi, c'était le cas puisque tu avais des bêta-carotènes, soit tu les mâches pas assez. Donc, il faut les mâcher. Pourquoi ? Parce que plus tu vas les mâcher, plus tu vas les assimiler. Si tu les mâches pas, c'est comme si tu t'achetais, je sais pas, un sachet en plastique avec des carottes déjà râpées dedans et que tu mangeais le plastique avec tes carottes. Voilà, donc je mâche pas, j'assimile pas. Deuxièmement, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces éléments nutritionnels de légumes dans lesquels il y a les bêta-carotènes, ils sont liposolubles. Il faut les manger avec un peu de gras. Donc ça, normalement, toujours, je mets du gras. Toujours, assaisonner ces salades, un petit peu d'huile quand tu les as fait cuire à la vapeur ou mijoter, etc. Et puis, le 3e élément, et là, je pense que c'est bingo avec toi, du peu que je sais de ton contexte, c'est les entérocytes qui transforment la bêta-carotène en vitamine A. Les entérocytes, c'est quoi ? C'est nos petites cellules du tube digestif. Donc si ton digestif est un petit peu... Ça a toujours été une histoire tendue entre moi et ma digestion, donc oui, je pense que on va travailler sur des bons entérocytes, puisque c'est là que la transformation se passe. Parce que je mâchouille bien, tout ça, mais non, tu effectivement... mets du gras, mais tes entérocytes sont un petit peu feignants. Ouais. Voilà, c'est eux qu'il faut booster. Et là, d'un seul coup, tu auras une transformation des bêta-carotènes en vitamine A. On va en parler plus tard. Anyway. Donc la vitamine A, j'en ai encore 2 à citer. Vas-y. Donc, c'est vrai qu'après, puisqu'on est dans la réception des messages thyroïdiens, donc là, on a vu le rôle de cette vitamine A pour activer le message, en fait, pour le transformer. Mais pour que ton petit récepteur il aille bien au centre de la cellule, il faut qu'il y ait une bonne fluidité membranaire. Donc, du coup, on peut vérifier le statut des acides gras. Voilà, le statut des acides gras, c'est-à-dire que en labo, en fait, ils prennent un globule rouge, poum, ils te l'explosent. Et du coup, ils vont avoir ça va être représentatif de ce qu'il y a sur la membrane des cellules, donc ce qui est le cas sur la membrane de toutes les cellules de nos organismes. Et on va voir tous les acides gras. Et en fonction des familles d'acides gras, ça va nous permettre de voir s'il y a suffisamment de choses fluides. Alors plus c'est fluide, mieux les informations passent. Est-ce que c'est trop rigide ? Est-ce que si c'est rigide et pas assez fluide, on va aussi avoir dans certains déséquilibres entre des familles d'acides gras, peut-être des facteurs inflammatoires. Enfin voilà, ça nous donne plein d'informations comme ça. Donc ça, c'est important par rapport au fonctionnement thyroïdien. Et la dernière des choses qu'on peut vérifier aussi, donc là, je dirais, c'est vraiment en fonction du contexte de la personne, c'est tout le statut du stress oxydant de la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a
Euh, Est-ce qu'elle a les bons éléments qui jouent un rôle en fait comme antioxydant dans son organisme, hein. Donc on va retrouver les vitamines A, C, E, le coenzyme Q10, enfin voilà, des éléments comme ça. Est-ce qu'elle a des défenses antioxydantes qui fonctionnent? Donc la fameuse SOD et GPX dont on a parlé tout à l'heure, qui dépend du sélénium, donc le glutathion peroxydase, qui est très important lors du process de fabrication des hormones thyroïdiennes. Voilà, donc c'est aussi des éléments qu'on peut avoir besoin de demander, plus d'ailleurs dans une hyperthyroïdie peut-être que dans une hypo, sauf si dès qu'on est sur une maladie auto-immune, on va forcément travailler avec ces éléments du stress oxydant, parce qu'à partir du moment où il y a des anticorps qui sont élevés, ça veut dire qu'il y a de l'oxydation, et il faudra résoudre cette oxydation pour ramener l'inflammation et donc comment dire, le vecteur de faire flamber la maladie auto-immune à son plus juste niveau. Et en hyperthyroïdie, en fait, on s'est rendu compte que très souvent, ils n'ont plus de coenzyme Q10, enfin, ils n'ont plus de soldats, en fait, pour lutter contre l'oxydation. L'hyperthyroïdie, enfin, pas paradoxalement, mais oxyde beaucoup plus l'organisme Ça m'étonne pas, que tu t'uses l'hypothyroïdie. avec cette espèce d'anxiété, cette agitation. Oui, puis parce qu'on est sur une accélération et surproduction, donc également de radicaux libres, qui sont très délétères pour l'organisme, hein, puisque les radicaux libres, quand ils ne sont pas bien gérés au niveau de la mitochondrie, bah, ta mitochondrie, elle ralentit, donc tu fabriques tout moins bien, donc tu es beaucoup plus fatigué. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Donc, oui, c'est pas parce que, comme on disait, hein, c'est pas parce que tu es en hyperthyroïdie que tu es trop en pleine forme. Au contraire, tu es fatigué, mais tu es en sur-régime quand même. Voilà. Donc, tu vois, tous ces examens que j'ai cités, en fait, ce sont des examens, évidemment, qu'on fait faire dans des labos spécialisés de micronutrition. Ce sont des choses qui ne sont pas remboursées, parce que là, on est dans une approche préventive et que c'est pas l'approche qui est remboursée en France, parce que voilà, on a la chance énorme d'avoir la sécurité sociale. C'est déjà ça, voilà. On voit quand même beaucoup la différence aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire dans laquelle on est par rapport à d'autres pays. Donc, c'est déjà très bien. Il y a déjà plein de choses qui sont remboursées. Alors, là, on est dans une approche préventive. Ces examens sont chers. Ils ont un coût. Mais moi, je dirais, certes, ils ont un coût, mais ils ont une valeur inestimable. Parce qu'ils nous apprennent des choses, si tu veux... on perd pas de temps et on sait sur lesquelles on peut intervenir avec précision pour éviter de tomber dans de la maladie et de la maladie grave. Voilà. Donc, voilà. Donc tout le monde n'a pas les moyens de se les payer, c'est sûr. Bon, bah, moi, j'essaye de faire des cotes plus ou moins bien taillées en fonction des gens qui viennent me voir. Voilà. S'il y a des gens qui sont vraiment dans un sale état et qui ont des petits budgets, ben, on essaye d'étaler les choses, mais que je puisse quand même travailler avec précision, parce que mon job, c'est pas de travailler à l'aveugle, quoi. Bah oui, c'est pour éviter que ça s'empire en plus. Tout à fait. Et ça, c'est ce que donc, les naturopathes proposent généralement, c'est ce genre de bilan. Alors, les naturopathes formés en micronutrition proposent ça, tout à fait, ou les médecins formés en médecine nutritionnelle et fonctionnelle connaissent ces outils et travaillent avec ça, tout à fait. Voilà. Ok. Alors pourquoi avoir un foie très fonctionnel et un bon système digestif est si important pour la thyroïde et pour le bon fonctionnement de notre santé? Alors, le digestif, il est important parce que c'est quand même le carrefour de comment tout ce qu'on mange va être transformé en matière première pour fabriquer ce dont on a besoin. Donc un digestif qui marche bien, ça veut dire que quand tu manges des choses de bonne qualité, riches en nutriments, qui ne sont pas des poisons pour ton corps, que tu les mâches bien, donc que tu casses en mâchant les antigènes qui pourraient générer des réactions d'auto-immunité contre toi. Donc quand tu mâches bien, que c'est bien assimilé, ça veut dire, si tu veux, que tu n'auras pas d'inflammation et que tu ne vas pas créer de maladies auto-immunes et que tu vas apporter les nutriments pour fabriquer ce dont ton organisme a besoin. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de manger et pas de manger devant, en train de travailler, etc. Il faut prendre une pause, faire quelques respirations. On prend 20 minutes et comme ça, on se concentre à mâcher, on est présent. Voilà, c'est ça. Parce que, alors, c'est plus que prendre le temps de manger, parce que moi, je me suis aperçue en fait, qu'il y avait des gens qui mangeaient très lentement, mais qui pour autant avalaient des morceaux. En fait, je dirais que c'est avaler. Ce qui est le plus important, c'est ce que tu avales. Et que quand tu l'avales, c'est de la bouillie. C'est comme tu n'as qu'à te dire que tu es un bébé et que tu n'as pas de dents. Voilà. Tu te visualises, ok, je suis un bébé, j'ai pas de dents, donc je dois avaler de la bouillie. Voilà. Donc c'est surtout ça qui est important. Et à partir du moment, voilà, donc il y a ce que tu manges, il y a comment tu le mâches et comment ça va être après absorbé par ton digestif. Est-ce que ton digestif marche bien? C'est-à-dire, en gros, un digestif qui marche bien, bah, il ne t'embête pas, il ne fait pas de bruit, tout se passe bien, tu ne te sens pas lourd après. Tu as un transit qui est régulier.
et tout va bien. Donc, pas d'inflammation derrière, pas de maladie auto-immune. Donc, c'est en ça que le digestif est important par rapport à la thyroïde. Et l'autre élément qui est important, c'est le foie, puisque c'est là que va se transformer la T4 en T3. Hein, donc voilà, donc il faut que le foie fonctionne bien aussi. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser les fonctionnements du foie et du système digestif ? Parce que le foie, souvent, il est un peu surexploité. Oui, alors on va voir ça comme ça. On va voir d'un côté les conseils pour avoir, on va dire, le statut le meilleur, et ensuite ce qui peut être des poisons, entre guillemets, à essayer d'éviter de consommer le plus possible dans notre alimentation. Voilà, on est etc. humain, on fait tout ce qu'on peut. On fait tout ce qu'on peut. Après, si ça dysfonctionne, c'est vrai qu'on va peut-être plus rentrer, nous, après, dans des approches. Est-ce qu'il faut d'abord réparer la barrière intestinale ? Est-ce qu'il faut... c'est pour ça que c'est important de suivre qui dysfonctionne. Voilà. On va dire que si tu veux éviter d'avoir des problèmes digestifs au long cours, le mieux, c'est que dans ton alimentation, en fait, tu retiennes trois termes. Varié, végétal et vrai. Varié, ça c'est le mot que je trouve très important. Varié, c'est hyper important. Quelqu'un qui va bien, on doit pouvoir manger de tout. Notre alimentation, elle doit être la plus diversifiée possible. Elle doit être équilibrée et variée. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que si tu te passes de certains aliments ou si tu manges un seul aliment, tu peux soit avoir des carences nutritionnelles, soit générer des surcharges. Je reprends cet exemple parce que là, de façon très étonnante, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de personnes comme ça en consultation. Il se trouve que la semaine dernière, j'ai eu à la fois quelqu'un, tu sais, comme on disait avant, un viandard. Un pur viandard qui mange de la viande 2 fois par jour. Je ne pensais pas que ça existait encore, mais c'est possible. Et du coup, il a des problèmes de santé par rapport à ça. Donc, un pur viandard. Et j'ai eu quelqu'un qui ne mange que du poisson et qui mange du saumon 5 fois par semaine. Ah oui, ça fait... Et c'est beaucoup trop aussi, tu vois, parce que là, il y a la surcharge en métaux lourds qui va du coup entraver, etc. Ces gens-là sont venus sans avoir identifié ça forcément. C'était mon job de le faire, mais parce qu'ils avaient des choses qui n'allaient pas, tu vois. Voilà. Donc, varié, on mange de tout. Voilà, on mange de tout. Après, on va voir maintenant plus en détail. Végétal, ça veut dire qu'on a une base d'énormément de légumes. On mange au moins 60% de légumes dans son alimentation. Oui, c'est pas les pâtes qui prennent toute la place, c'est plutôt les légumes à la base. Voilà, c'est ça. En partie cru, le midi si on peut, cuit le soir, etc. Après, végétal, ça ne veut pas dire qu'on mange pas du tout de protéines, bien au contraire. On a vu le rôle des protéines, notamment pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc, si on n'est pas végétarien et qu'on mange de tout, on mange des protéines en quantité raisonnable. C'est-à-dire que la viande, ça peut être de la viande rouge 1 fois par semaine, de la viande blanche 2 à 3 fois par semaine, du poisson 2 à 3 fois par semaine. On peut manger des œufs, on peut en manger, je ne sais pas, 6 à 8 par semaine. Là, c'est des normes que je donne pour quelqu'un qui va bien, enfin voilà, où il n'y a pas des choses particulières à ajuster. Bien sûr, bien sûr. Le fromage, on peut en manger aussi 3 à 4 fois par semaine. Et puis des céréales, on en mange aussi, des céréales, des féculents. Alors, on va prendre plutôt des complètes bio que des raffinées blanches. Et des légumineuses aussi, on en mange régulièrement. On peut en manger un peu tous les jours ou au moins 3 ou 4 fois par semaine. Et pour les véganes, du tempeh Du tempeh ou du tofu 3 fois par semaine. Voilà, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, donc on est varié, on est végétal, dans le sens où on a beaucoup de légumes, mais on n'oublie pas les protéines. Très important, hein. Pareil aussi, à l'inverse de l'exemple que je donnais de la personne qui mange du poisson 5 fois par semaine ou qui mange de la viande 2 fois par jour, les gens qui ne mangent que des légumes, il n'y a pas de protéines dans les légumes. Il y en a très peu. Voilà, 4-5%. Il faut manger, des protéines, c'est important. Hein. Donc voilà. Donc un équilibre, on est varié, on est végétal et on est vrai. Vrai, ça veut dire qu'on cuisine, on parle de produits bruts. Voilà. On part de produits bruts parce qu'au moins on sait ce qu'il y a dans ces produits. Il n'y a pas d'adjonction de sel, de conservateurs, de sucre surtout. Voilà. Ouais. Ça, c'est les trois règles. Après, on mastique. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Important, c'est de la bouillie dans la bouche. On est un bébé sans dents. Voilà. On n'y pense pas tout le temps, mais c'est quand même de temps en temps, c'est bien de se dire ah ouais, là je me pose un peu, je pose ma petite fourchette et je mâchouille. Voilà, et je mâchouille. Et si je suis stressée, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque avant parce que ça va me mettre dans l'instant présent, ça va me permettre de penser à ma mastication, parce que ça va stimuler dans mon système neurovégétatif, qui est ce système nerveux qu'on ne contrôle pas, merci notre corps. Ça va stimuler le parasympathique, qui est la partie qui nous veut du bien, qui est notre médecin intérieur et qui va favoriser les bonnes sécrétions des sucs digestifs, donc une meilleure digestion, etc. Donc
Ça, Voilà. c'est important. Ouais. Et puis, la troisième chose, c'est les escrocs qu'on va essayer d'enlever de notre alimentation. C'est les escrocs, c'est-à-dire, on ne se rend pas compte, en fait, qu'ils nous font du mal. Comme quoi? C'est les yaourts qui sont déjà sucrés, Aromatisés, aux fraises. fruits. Ou Voilà. les danettes avec des petites perles de chocolat blanc. Oui. Le truc qu'il Parce faut qu'en pas du fait, tout c'est prendre. une bombe de sucre. Bah ouais. Et c'est surtout des sucres, souvent ça a des appellations fructose, mais c'est pas du fructose qu'il y a dans les fruits. C'est du fructose industriel qui est fait à très partir mauvais, de sirop de maïs. Notre digestif est complètement paniqué quand il voit arriver ça. Il Un ne petit sait pas quoi en diabète. faire. Alors, un petit foie gras d'abord, je dirais. Alors, une petite stéatose. Allez, une petite stéatose. On commence par ça avant le diabète. Donc ça, voilà. Et les gens, ils disent, non mais attends, je prends juste un petit truc aromatisé à la vanille et tout. Bon, alors en cabinet, on regarde les étiquettes, on prend conscience de ça et tout. C'est un faux ami. Prenez j'ai rien contre les yaourts. On peut manger des yaourts, Mais qu'ils nature. soient animaux ou végétaux nature. Et puis on peut les sucrer aussi. Mais on les sucre, voilà, un peu de miel, un peu Ou des de... compotes, fait un maison. peu de compote, un Ou peu sans de sucre ajouté. de fleurs de coco ou nature. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça, c'est un premier escroc qui nous empoisonne. Un deuxième escroc qui nous empoisonne, c'est les sauces. Déjà, enfin, industriel, tu veux dire? Les sauces industrielles, parce qu'en fait, quand vous lisez les étiquettes, on prend peur. C'est-à-dire que, par exemple, le pesto, on se dit, le pesto, c'est top, c'est bon le pesto. C'est vrai que c'est super bon. L'huile de tournesol, tout ça. Et en fait, c'est de l'huile de tournesol et pas de l'huile d'olive, etc. Et dans les sauces, il y a beaucoup d'adjonctions de sucre aussi. Voilà, donc les sauces toutes faites, ça, c'est pas terrible. Et pour les végétariens, ça, c'est quelque chose aussi qui est compliqué à entendre, c'est que les steaks ou les galettes végétariennes, c'est très riche en glucides, carbohydrates, donc sucre, et c'est très riche en matières grasses et c'est frit. Donc à force, ça abîme le digestif, ou un digestif qui est déjà un peu fragile, il va avoir beaucoup de mal à digérer ça. Voilà. Donc faire attention aussi, c'est pas parce qu'on est végétarien ou qu'on mange bio qu'il faut prendre des produits déjà transformés de l'industrie agroalimentaire. C'est aussi nocif que le reste à terme pour un digestif. Ouais, Donc voilà. totalement. Donc ça, c'est vraiment de se dire sur les conseils pour que le digestif et le foie fonctionnent bien. Voilà, on évite ces escrocs-là, on évite les excès et on mange varié, végétal, vrai et on mastique. Ouais, super. Alors, je voudrais parler un petit peu du brocoli ou du radis ou du chou-fleur, parce qu'à la base, il est conseillé, il est très bon pour notre santé, mais pas tout le temps, notamment par rapport à des problèmes de thyroïde. Pourquoi ça? Exactement, parce qu'en fait, ils ont en eux une molécule qui s'appelle le thiosonate, qui peut entraver la captation de l'iode si on en mange trop. Donc, on peut en manger, mais plutôt 2 fois par semaine que tous les jours. Donc, ça concerne les familles comme brocoli, tous les choux, donc choux rouges, choux blancs, choux fleurs, choux de Bruxelles, choux calais, choux verts. Voilà, vous pouvez en consommer 2 fois par semaine si vous avez une hypothyroïdie et pas tous les jours. Ça, c'est important. Et il y a une autre famille aussi qui est concernée pour les mêmes raisons. Ça va être autour des radis. Donc radis, navets, graines de moutarde, manioc, millet. Voilà, vous pouvez en consommer, mais plutôt 2 fois par semaine que tous les jours. Ouais, c'est intéressant. Comme quoi, certains aliments qui sont très bien réputés peuvent être un petit peu nocifs si on en prend trop. Mais c'est comme tout, c'est aussi varié. Est-ce que sans faire d'examen et sans faire de test, on pourrait quand même se complémenter pour aider notre thyroïde au quotidien? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense qu'il faut d'abord contrôler avant de se complémenter. D'accord. Après, tu peux décider de commencer une complémentation en te disant je vais faire un test dans 1 mois ou dans 2 mois. Mais ce qui serait un peu dommage quelque part parce que le test serait faussé. Non, parce que si tu penses que tu es vraiment carencé, tu auras déjà commencé à compenser ta carence, mais ça permettra de savoir jusqu'où il faut la compenser. Ouais. Voilà. L'idée, c'est pas de forcer un mécanisme, c'est de le mettre dans la norme. C'est de normaliser un mécanisme. Voilà. Okay. Pour moi, les 3 compléments alimentaires indispensables par rapport à la thyroïde, c'est l'iode, le sélénium et l'acide alpha-lipoïque. L'iode, on en a parlé, matière première, fabrication des hormones thyroïdiennes, protecteur de la thyroïde vis-à-vis de la pollution des perturbateurs endocriniens. Le sélénium, parce que si tu augmentes l'iode, tu augmentes ta production d'hormones thyroïdiennes. Il faut être sûr derrière que tu ne vas pas générer trop de radicaux libres que ton corps ne serait pas capable de prendre en charge, d'une part. Et il faut être sûr aussi que du coup, ta production augmentée de T4 se transformera bien en T3. Donc c'est à ça
que sert aussi le sélénium. Et puis, troisièmement, l'acide alpha-lipoïque, parce que c'est un antioxydant générique. C'est-à-dire que ça, quasiment, en fait, c'est le seul truc que tu peux prendre sans avoir fait un test. C'est que quand tu as une maladie auto-immune de la thyroïde avec des anticorps qui sont explosés, ou si tu es quelqu'un qui mange peu de légumes, etc., dans lesquels il y a beaucoup d'antioxydants, tu peux te supplémenter en acide alpha-lipoïque, qui est un antioxydant qui va régénérer les autres soldats antioxydants de ton organisme. Voilà. Est-ce que dans l'alimentation, tu peux retrouver cet alpha? Alors oui, alpha-lipoïque, brocoli, on vient d'en parler, et jeune pousse d'épinards, donc c'est quand même assez restreint. Voilà. Ah oui, donc jeune pousse d'épinards, brocoli, voilà. Donc quand on a besoin de ramener plus, on se complémente par rapport à ça, sachant que par exemple, il va te permettre de régénérer la vitamine E et la vitamine A. Donc tu vois, quelqu'un qui est en carence en vitamine A, en vitamine E, on va parfois lui donner de l'acide alpha-lipoïque pour régénérer ça. Ce qui va être très important, la vitamine E, elle permet de participer vraiment à ces défenses antioxydantes, etc. Donc ça, ce serait pour moi les 3 compléments alimentaires qui seraient vraiment hyper importants par rapport à l'approche de la thyroïde. À part l'acide alpha-lipoïque, pour moi, les 2 autres, il faut les faire tester. Voilà. Un bilan urinaire d'iode, ça coûte 19 €. C'est pas remboursé. Mais ça coûte 19 €. Le sélénium, quand tu n'as pas de... Est-ce que c'est pas remboursé, le sélénium? Alors, comment dire, selon les labos, combien ça coûte? J'en sais rien. Si tu vas dans ton labo de quartier, que c'est un labo qui ne le fait pas, qui va le sous-traiter à un autre labo de micronutrition, ça peut coûter jusqu'à 30 €. Si tu vas dans un labo de micronutrition qui sait le faire, ça va te coûter 12 €. Tu vois, on n'est pas non plus là sur des sommes folles. Voilà. Oui, donc, c'est quand même faisable. Tu peux t'organiser. Voilà. Et alors, au niveau nutrition, est-ce que les tartares d'algues, j'imagine, pour l'iode, c'est pas mal? Donc, on avait dit les noix du Brésil, mais pas trop pour le sélénium. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour optimiser tout ça? Alors, ce que tu peux prendre pour, on va dire, une assiette anti-carence côté thyroïde. Déjà, tu prends de la tyrosine et le mieux, c'est que tu le prennes au petit déjeuner. Donc, tu oublies ton petit déjeuner sucré et tu bascules sur un petit déjeuner protéiné, salé. La tyrosine, c'est un acide aminé, c'est ça? C'est un composant des protéines. Okay. Tu le prends le matin. En chronobiologie alimentaire, ça va être mieux pour la fabrication à la fois de tes hormones thyroïdiennes, mais il faut aussi penser que la tyrosine, c'est un précurseur qui sert à fabriquer ce qu'on appelle les catécholamines, c'est-à-dire les neurotransmetteurs qui te permettent d'être super énergique et de réaliser des choses, à savoir la dopamine, adrénaline, noradrénaline. Pourquoi est-ce que parfois le stress joue contre la thyroïde? Parce que si tu es très stressé, tu vas fabriquer plus d'hormones du stress, donc plus d'adrénaline, noradrénaline. Donc tu vas utiliser la tyrosine pour cette fabrication au détriment de la thyroïde. D'accord. Voilà. Donc, petit déjeuner, tyrosine, petit déjeuner, protéiné, salé. Produits de la mer 3 fois par semaine. Dans les produits de la mer, tu vas avoir à la fois de l'iode et tu vas avoir à la fois du zinc. Et si tu manges des poissons qu'on appelle un peu gras, comme maquereau, sardines, anchois, flétan et un peu de saumon, tu auras des oméga 3. Donc, important pour la fluidité membranaire. Voilà. Donc voilà, produits de la mer, ça peut être 2 poissons gras quand tu es en dehors d'une période de grossesse, ça peut être des fruits de mer, ça peut être des algues, tu vois, voilà. Donc tout ça, tu auras un petit mix où tu auras iode, zinc, oméga 3. C'est pas mal, je trouve, tu sais, maintenant, il y a des tartines d'algues dans les rayons bio qui sont très sains et tu peux en mettre un tout petit peu si t'aimes pas trop dans ta salade ou dans ton plat, tu le mélanges et tu le sentiras presque pas. Parce que c'est vrai que moi non plus, je suis pas du tout fan à la base. Moi, je mets des algues en paillettes aussi. Mais je ne sais pas trop si ça contient beaucoup de... Ça contient. Alors, la difficulté avec les algues, c'est que c'est très différent d'une algue à l'autre de savoir combien ça contient d'iode. Donc, il faut en manger, comme on a dit pour le reste, raisonnablement, équilibré. Oui, le tartare d'algues, c'est vrai que les gens qui aiment ça, ils peuvent s'en faire aussi une petite tartine le matin ou à l'apéro. Je trouve que c'est plus facile à manger pour quelqu'un qui aurait un peu de mal avec ses saveurs que les paillettes d'algues qui, pour le coup, ont vraiment un goût très mer. Donc, ça peut être plus délicat en termes de saveur sur une salade, tu vois. Quelqu'un qui aurait des réticences, voilà. Donc, alors maintenant, il faisait aussi, il faisait aussi des chips, mais c'était pas grillé, c'était pas cuit. Mais il y avait, par exemple, tu sais, c'est un peu comme les chips de kale, c'est-à-dire
dire que c'était cru. Ils en faisaient avec des algues et c'était pas mal. Ah, C'est j'ai le seul jamais truc qui goûté faisait ça. que je trouvais ça bien. Et c'était à Naturalia Vegan que j'avais trouvé ça. Ah bah il faut regarder alors, pourquoi pas. Voilà, Jamais. tout est bon hein, Mm. à tester. Après, pour les apports de sélénium, on en a parlé, ça peut être 3 noix du Brésil par jour. À tester selon les capacités digestives des gens. On est tous inégaux face à ça. Il y a des gens chez qui ça passe pas du tout. Hein. Toi-même, tu disais que tu avais déclenché une petite Moi, réaction. ça passait bien. En tout cas, je sentais Ouais. rien, mais oui, j'avais déclenché une intolérance très forte. D'accord. Et puis, oui, c'est ça, faut bien les digérer. Après, bah, pour le faire, on en a parlé, hein, d'avoir de la viande rouge et ou du boudin noir une fois par semaine, voilà, pour C'est que ça le ça problème ne quand rebute pas. ouais, ou des lentilles à Voilà, défaut ou avec du sinon citron. lentilles, persil avec un peu de citron et pâté pendant le repas. Les antioxydants qui vont forcément avoir un rôle hyper important. Donc là, c'est dans les légumes. On les mâche bien, surtout s'ils sont crus, encore plus que cuits. On met un peu de gras avec, donc assaisonnement sur les salades, filet d'huile quand on les a cuits à la vapeur ou mijotés. Et ça mâche bien, je l'ai dit. Et puis surtout, on prend des légumes bio. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans le bio, en dehors du fait qu'il n'y a pas de pesticides, donc ça c'est très bien, mais c'est surtout que le pourcentage d'antioxydants est plus important. Diverses études ont montré qu'en fait, dans les légumes bio, il y avait de 18 à 69% de plus d'antioxydants contenus dans les légumes. Parce qu'en fait, ils sont sans arrêt obligés de se défendre pour pousser. Donc, ils développent en fait ces antioxydants. Voilà. Donc, on a tout intérêt à là vraiment favoriser la filière bio pour ce qui concerne les légumes. Et tu penses quoi des graines germées ? Ah bah, les graines germées, ça c'est bien parce que de toute façon, c'est le mécanisme de germination. Il permet que ce soit un boost de vitamines, minéraux, etc. Ouais. Voilà. Tu vois, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut se complémenter sans se tester ? C'est vrai que je dirais à ce moment-là, le conseil, si une personne pense qu'elle manque un peu de ses nutriments parce que, par exemple, elle ne mange pas de produits de la mer ou les noix du Brésil, ça ne passe pas, etc., tu peux toujours te faire une cure de quinton. Tu sais, quinton, c'est de l'eau de mer. Ouais. Voilà, parce que du coup, tu auras un équilibre d'oligo-éléments dedans. Alors, ça ne va pas forcément compenser une seule carence, ce sera plus équilibré, mais voilà, ça peut... Ce ne sera pas suffisant si tu as une grosse carence pour compenser, mais ça fera un apport qui ne déséquilibrera pas quelque chose en tous les cas. Combien de temps une cure en moyenne de celle de quinton ? Bah, les cures, c'est au moins 4 semaines. Après, à voir en fonction de la situation, si la personne se sent vraiment fatiguée et ne mange pas du tout ça, il faut qu'elle fasse ça au moins sur 3 mois. Et il y a de l'hypo ou de l'hyper pour l'eau de quinton ? Oui, l'eau de quinton hypertonique, en fait, on peut la prendre si on n'a pas de problème d'hypertension. Artérielle, pardon. Ouais. Et sinon, on va prendre de l'isotonique. Isotonique. Voilà. Oui, j'avais dit hypo, mais c'est isotonique. Ouais. J'avais pris ça, moi j'avais goûté. Si c'est trop salé en goût, parce que l'hypertonique, elle est très salée en goût, c'est comme si tu avales une gorgée d'eau de mer, en fait. Bah, à ce moment-là, tu prends de l'isotonique. Tu insistes sur la chronobiologie, tu en as parlé, de la micronutrition, etc. Donc c'est pour optimiser sa santé et limiter les processus inflammatoires. Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, la chrononutrition ? Bah, ça nous apporte que... on ne mange pas de sucre le matin, comme ça on génère peu d'insuline et on s'est rendu compte que l'insuline le matin était très inflammatoire. Donc le sucre, on le mange plutôt l'après-midi. On prend la tyrosine le matin parce qu'elle va correspondre en termes de chronobiologie au moment où on en a besoin pour fabriquer les hormones du stress, catécholamine, dopamine, adrénaline, noradrénaline et les hormones thyroïdiennes. On prend des protéines animales plutôt le midi parce qu'on va mieux les digérer que le soir. Et on va prendre des protéines végétales plutôt le soir pour la même raison. En fait, on les digérera plus facilement. Donc, tout ce qu'on digère facilement ne générera pas d'inflammation. Donc, ne perturbera pas ensuite la diffusion des messages dans notre organisme ou n'installera pas une situation digestive qui fait que inflammation, on ballonne un peu. Donc, du coup, on a plus de toxines qui vont recirculer dans le sang, qui vont aboutir dans le foie, qui filtre tout et qui peut être un petit peu plus à la peine pour fabriquer les sels biliaires, donc la bile, qui va avoir un impact sur la digestion du gras, sur la progression des sels dans l'organisme. Voilà, tout est lié en fait. Ouais. Donc, en évitant l'inflammation, on évite de dégrader un digestif. C'est un peu ça le schéma. Ouais. Est-ce qu'il y a des pratiques, des activités qui peuvent aider à maintenir ou améliorer carrément l'état de notre thyroïde ? Pardon.
Alors Je vous oui, en prie. il y a les activités. Alors il y a tout ce qui est autour de l'énergétique chinoise. Le Donc Qigong. voilà, tout ce qui fait la circulation d'énergie. Donc le Qigong, le massage Tuina. Le Mm. massage Tuina, qui est un massage qui travaille sur... on garde ses vêtements, etc. Mais la personne va stimuler en fait la circulation des énergies aussi dans les méridiens. Donc ça, c'est pas mal. Donc forcément l'acupuncture et le Do-in. Voilà, tout ce qui tourne Oui. autour de ces approches énergétiques. Et puis après, pour éviter le stress et la gestion du stress, bah là, à chacun de choisir son approche. Mais bon, à minima, la cohérence cardiaque. Hein, la cohérence cardiaque avant de manger, la cohérence cardiaque si on est très sensible au stress, etc. On Pour trouve sur calmer le jeu. YouTube, hein, Il y en c'est a gratuit, il y a plein, des voilà, applications plein, aussi plein, plein. gratuites. La respiration, voilà. Et puis après, sinon, bah, ça peut être la marche ou la sophrologie. Enfin, à chacun de trouver la technique qui va lui parler, mais ne pas se dire je traite pas le stress. Il faut traiter le stress, il faut le prendre en charge parce que un stress qui s'installe, c'est trop de sécrétion de cortisol et ça va être moins de T3 synthétisé et plus de T3 reverse synthétisé, donc celle qui va empêcher la T3 active d'être active et de faire son job. Ça va être trop d'hormones du stress fabriquées par l'organisme qui va détourner la tyrosine et qui n'ira pas faire les hormones thyroïdiennes. Donc, faut pas laisser. Et puis, ça va être des moins bonnes sécrétions de sucre digestif, donc une moins bonne digestion. Pourtant, on est tous tellement stressés maintenant, c'est compliqué. Avec la période que l'on vit, plus le fait d'être stressé par le travail, par d'autres problèmes personnels, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faut se recentrer, il faut relativiser les choses. Faut se recentrer sur des petites choses. Faut se dire, peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut faire moins de choses. Ah bah oui, clairement, hein, on peut faire moins de choses, on peut pas voyager. Là, maintenant, on va faire des soirées pyjama. Non, mais c'est c'est se recentrer sur l'instant présent. Se recentrer, qu'est-ce qui est important pour nous, se faire plaisir aux autres, voilà, exprimer de la gratitude quand on en a, se dire là j'ai passé une chouette journée, ou j'ai eu une chouette rencontre, ou c'était un bon moment, on se fait plaisir, malgré tout on s'envoie des bonnes hormones dans le corps et on fait diminuer celle du stress. Voilà, c'est pas parce qu'on fait moins de choses aujourd'hui que la vie est affreuse, hein. Au contraire, c'est reposant aussi. Moi j'ai beaucoup de gens en consultation qui ont eu du mal après le confinement parce qu'ils ont été reconfrontés à leur quotidien très stressant et ils ont pris conscience à quel point leur quotidien était stressant. Soit leur job, soit les transports, soit plein de choses comme ça. Et ils ont du mal à y faire face. Voilà, donc oui, le monde est stressant aujourd'hui, c'est comme ça. On est obligé de le prendre en compte et il ne faut pas faire l'autruche, mettre la tête entre deux coussins du canapé et se dire je verrai ça demain. Non. C'est une occasion d'évoluer aussi. Hein. Voilà, d'évoluer, de bouquiner, de lire des choses, de se dire peut-être que ce que je fais aujourd'hui ne me correspond pas, comment est-ce que demain, après-demain, je vais pouvoir faire autrement. Voilà, ralentir tout simplement, prendre plus de temps et dans ce plus de temps, mettre des petites choses pour travailler sur le stress. Le stress est vraiment un ennemi de notre organisme, c'est-à-dire il peut nous empoisonner le cerveau et nous empêcher de dormir, mais il a vraiment des conséquences physiologiques qui vont dérégler le digestif, qui vont faire fabriquer moins d'hormones ou pas les bonnes hormones au niveau de la thyroïde. Donc, il ne faut pas faire l'autruche face au stress. Il faut d'accord, je retrousse mes manches et je vois ce que je peux faire pour que toi, stress, tu sois à ta juste place dans mon quotidien, mais pas que tu me bouffes tout, quoi. Est-ce qu'un excès de sport peut abîmer notre thyroïde ? Puisqu'il y a plus de stress. Un excès de sport peut générer trop de radicaux libres. Donc ça peut abîmer la mitochondrie, ça peut abîmer une barrière digestive, ça peut donc abîmer la thyroïde aussi. Tous les excès sont nocifs. Voilà. Tous les excès sont nocifs, oui, tout à fait. Alors, quand on vieillit, notre métabolisme ralentit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser son fonctionnement ? Sur quoi on peut se concentrer ? Alors, on va se concentrer sur les mitochondries. Avec toujours le lien dont j'ai parlé, mitochondrie, thyroïde. Quand on a notre métabolisme qui ralentit avec l'âge, là, ce qui va être indispensable, c'est de se concentrer sur tout ce qui va faire du bien à nos mitochondries. Mitochondries, entendre fabrication d'énergie. Donc, on va faire une activité physique qui nous convienne, qui nous fasse plaisir, sans excès. Et là, dans ce cas-là, ce qui peut être pas mal, c'est de faire des choses avec un peu d'intensité. Tu sais, comme on parle de ces séances de HIIT, H2IT, c'est pas mal parce que c'est des alternances
en fait, où on va faire monter l'activité cardiovasculaire, enfin cardio, voilà, le rythme cardiaque. Puis ensuite, on se repose, on fait du renforcement musculaire en même temps. Puis du cardio, voilà. Ça varie Et quand beaucoup. on fait du cardio très vite, comme ça, sur un rythme court, on a un renouvellement de nos mitochondries qui se fait de lui-même dans les cellules de l'organisme. Donc ça, c'est pas mal. On va faire attention en fait à la diversité des nutriments dans ce qu'on mange. Donc c'est vrai que là, il y a différentes vitamines B qui vont être importantes. Donc toujours pareil, on va faire attention à les avoir en mangeant beaucoup de légumes, en mangeant des céréales complètes, en ayant des légumineuses, un peu de jaune d'œuf dans notre alimentation. On a toujours ce fameux acide alpha-lipoïque dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est hyper important pour jeune pousse d'épinards, la mitochondrie. Donc jeune pousse d'épinards, un peu de brocoli. Les vitamines A, C et E, qui sont des gros éléments de défense antioxydante, c'est-à-dire qui vont nous permettre de faire en sorte que les mitochondries fonctionnent bien. Donc là, il faut penser à l'huile de foie de morue, huile de foie de morue qu'on peut prendre un peu l'hiver, dans lequel il y a un petit peu de vitamine A, un petit peu de vitamine D, un petit peu d'oméga 3. Donc ça peut être pas mal. En plus, ça renforce l'immunité de se dire, bah voilà, je prends une cuillère à café par jour, ou de petites gélules, ou un petit peu de foie de morue sur ma tartine le matin. Pour la vitamine E, c'est plus l'huile de germe de blé, ou de cuisiner avec de l'huile de palme rouge de temps en temps. Ouais. Pour les oméga 3, on l'a vu, il y en a un petit peu dans l'huile de foie de morue, il y en a un petit peu dans les poissons gras, où on va être sur 2 fois par semaine. Si on n'est pas en projet de grossesse, si on est en projet de grossesse, on va plutôt diminuer à 1 fois par semaine, justement pour protéger la thyroïde dans cette période-là. Et puis, il y a un autre élément qui est important, c'est la viande rouge, en fait. La viande rouge, parce que dedans, il y a de la L-carnitine, et la L-carnitine, ça va être un élément qui permet que la mitochondrie use et utilise nos matières grasses pour les brûler en énergie et les transformer en énergie. J'avais une carence de ça, moi, je me souviens. Ouais, voilà. Donc, pas hésiter à manger, si vous aimez ça. Il n'y a pas de raison de se priver de viande rouge 1 fois par semaine. Mais dans ce cas-là, on en mange moins, mais on va s'acheter une bonne viande rouge bio. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il faut se dire que les animaux qui ne sont pas bio, ils sont nourris avec des céréales dans lesquelles il y a beaucoup de pesticides, etc. Et donc, qui vont se stocker dans les matières grasses de la viande rouge. Voilà, donc on peut se faire du bien en mangeant de la viande rouge de bonne qualité 1 fois par semaine. Mais quand tu n'aimes pas du coup la viande rouge, qu'est-ce que tu fais ? Quand tu n'aimes pas la viande rouge, tu n'en manges pas. Si tu n'aimes pas ça, voilà. Si tu es très carencé en fer, tu feras attention peut-être à te forcer à en manger un peu. Sinon, tu manges quand même aussi les autres viandes. Peut-être un peu les volailles ou les choses comme ça, tu vois. Ouais. Voilà. C'est un autre problème. Voilà. Ouais. Non, mais en tout cas, oui, c'est Après, intéressant. la L-carnitine, il faut savoir qu'on en fabrique aussi en partie par notre organisme. Sous réserve qu'on ait un processus qui s'appelle la méthylation qui fonctionne bien. La méthylation, c'est un processus qui va dépendre d'apports, notamment en vitamine B, important. Donc, il ne faut pas être carencé en vitamine B. Et il y a un autre élément sur lequel on peut éventuellement, dans ce cas-là, se supplémenter si on a besoin, c'est la cystéine. Mais bon, voilà. Mais si tu manges des vitamines B suffisamment, en quantité suffisante, que tu n'es pas carencé en B6, B9, B12, tu méthyles bien, donc tu vas avoir une synthèse endogène, c'est-à-dire une fabrication par ton propre organisme de L-carnitine. Tu peux rappeler la méthylation pour ceux qui ne savent pas ? La méthylation, c'est un processus en fait qui va permettre de transformer ou de fabriquer certaines choses dans l'organisme. Et ce processus de méthylation, il dépend notamment de la bonne quantité de vitamines B6, B9, B12. C'est pour ça que les gens qui sont végétariens ou végétaliens, ils doivent absolument checker leur vitamine B12 parce que la B12, on la trouve que dans les produits animaux. Donc surtout les végétaliens qui n'en mangent plus du tout. Donc ça, c'est simple. Vous faites un examen sanguin au labo de quartier, ça coûte 10 €, 12 €, 18 €, j'en sais rien, ça dépend des labos. Si vous êtes carencé en vitamine B12, vous vous complémentez. Voilà, ça c'est vraiment à faire. Savoir que par rapport aux normes santé, il faut être au milieu des normes pour être bien en statut de vitamine B12. Voilà, il ne faut pas la laisser s'effondrer, c'est comme le fer, on met des mois à remonter ces taux-là. Ouais. Je devais me recommander justement, parce que ça fait longtemps que j'en prends plus trop et effectivement moi je mange que des œufs, donc au boulot. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter que tu aimerais nous dire ? Prenez soin de votre thyroïde.
De votre petit papillon. Voilà, prenez soin de votre petit papillon, prenez soin de vous, gérez votre stress, mangez bien, faites-vous plaisir, passez du temps avec les gens que vous aimez et voilà. Où est-ce qu'on peut te trouver? On me trouve soit en lisant les livres que j'ai écrits, notamment celui sur la thyroïde qui est aux éditions Jouvence, soit en ce moment en consultation sur Doctolib. Voilà, je suis en région parisienne, mais de consultation aussi à distance possible pour les gens qui ne sont pas en région parisienne. Merci beaucoup. Merci à toi, Léna.